Il est midi, alors on va commencer la conférence. Donc, bonjour et bienvenue tout le monde au lancement de la Journée nationale de la maladie ménière, organisée par l'Association des personnes avec une déficience de l'audition. Je me présente, Kim Auclair, je suis blogueuse, conférencière, entrepreneur et auteure d'un livre qui s'appelle « Dans la tête d'une entrepreneur, mes débuts en affaires ». Moi, je suis née avec une surdité de sévère à profonde des deux oreilles et au fil des ans, finalement, je suis devenue malentendante avec mon appareil sur le côté droit. Donc, j'entends seulement du côté droit et du côté gauche, j'entends pas. Et le but aujourd'hui, avec la journée, le lancement de cette journée-là, c'est de vous parler d'une maladie qui est si peu connue au Québec, un peu partout dans le monde aussi. Et on va vraiment vous donner le plus de détails possible pour que vous puissiez en apprendre à ce sujet-là. Alors, j'ai avec moi trois super invités qui vont répondre à des questions très précises. Et en même temps, c'est sous forme d'échange. Donc, Nancy Porter, qui est responsable du volet ménière et qui est aussi atteinte de la maladie. On a avec nous aussi Diane Gagnon, qui est membre de l'association, également atteinte de la maladie. Et Samuel Montmigny, qui est audiologiste au CUS de la capitale nationale, pardon. Alors, on vous invite à être en grand nombre, à partager à nouveau la vidéo si ce n'est pas fait, et aussi poser vos questions dans les commentaires. Je tiens à préciser que la vidéo va être disponible après le live en direct, donc pour téléchargement avec sous-titres. Donc, ça va être si vous voulez vous la procurer, pour la mettre sur votre site web ou peu importe, vous avez simplement à nous contacter, la page sur la page Facebook de l'association. Donc, voilà pour l'introduction. On est prêt à commencer. Donc, je vais commencer avec toi, Samuel. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi la maladie ménière puis comment elle a été découverte? Oui, la maladie ménière, dans le fond, c'est un problème de santé. C'est une condition de santé dans laquelle l'oreille interne, elle est atteinte. Il y a une dégénérescence au niveau de l'oreille interne. Ça entraîne un ensemble de symptômes. Ça entraîne des vertiges sous forme de crise, une surdité, une baisse d'audition, des acouphènes. Des acouphènes qui sont des sons qu'on entend à l'intérieur de nos oreilles en l'absence d'une stimulation sonore externe. Et une sensation d'oreille bouchée. Sensation de plénitude à l'oreille. C'est comme si l'oreille était pleine. Comme un peu comme si on avait un rhume. Oui, c'est ça, sensiblement. Ouais. Sans qu'il y ait cette congestion-là dans l'oreille en tant que telle. Ouais, c'est ça. Ça a été découvert une première fois. En fait, c'est dans les années 1860, en 1861 précisément, que le docteur Prosper Ménière, un médecin français, qui a suspecté un problème au niveau de l'oreille interne pour décrire un ensemble de symptômes qu'il observait chez ses patients, dont des problèmes d'équilibre, des acouphènes, des choses comme ça. Mais ça a juste été plus 75 ans plus tard, un petit peu plus que 75 ans plus tard, où on a vraiment découvert le problème, un problème au niveau de l'oreille interne, qui expliquait ces symptômes-là. Puis, comment qu'elle se manifeste chez les gens, en fait? Je pense que c'est pas tout, faut pas être sourd ou malentendant, ça s'adresse vraiment à tout le monde, ce genre de maladie-là. Oui, en fait, ça se manifeste de manière inattendue, soudain, oui, c'est ça, imprévisible, sous forme de crise. Oui, effectivement. C'est des crises de vertige, des vertiges qui sont importants. Les vertiges peuvent durer de plusieurs minutes à plusieurs heures. En général, c'est de 2 à 4 heures, on dit, en général. J'avais lu à quelque part que ça peut aller aussi jusqu'à 24 heures. Oui, ça peut aller jusqu'à 24 heures, oui, c'est ça. Puis, donc, les vertiges. Les vertiges, finalement, c'est la pièce qui tourne, c'est les objets alentour de nous qui tournent, ou c'est nous qui tournons sur nous-mêmes. On a l'impression de tourner sur nous-mêmes. Lors de ces crises-là, il y a aussi des acouphènes, soit une présence d'acouphènes ou une augmentation des acouphènes qu'on a déjà, puis une baisse d'audition, avec la sensation d'oreille pleine aussi. Ça, c'est pendant la crise. Pendant la crise. Tu te sens ailleurs, tout simplement, tu n'entends plus, c'est ça?
On va attendre encore quand OK. même, mais ce qui est le plus incapacitant et à la limite invalidant, c'est les vertiges, parce que là, tout tourne. Là. Étourdi. Ouais, c'est ça. L'audition, surtout dans les premiers stades de la maladie, l'audition tend à revenir normale après la crise. Mais plus que le temps avance, plus la condition se détériore, plus l'audition devient permanente, et plus la baisse d'audition devient permanente, et plus la surdité peut évoluer aussi. Moi, Samuel, est-ce que la maladie est génétique ou est-ce qu'elle est héréditaire? On suspecte des prédispositions génétiques, donc des facteurs plus héréditaires. Mais ce n'est pas juste ça qui explique la surdité. Il y aurait un ensemble de facteurs qui provoqueraient la maladie de Ménière. Fait que c'est pas juste génétique. Puis, dans le fond, si vous permettez, je peux peut-être... Ben oui, c'est ça, j'allais justement te dire. Je vais apporter mon oreille. C'est pas mon oreille. Oui, là, c'est ça, mais c'est ta troisième C'est ta oreille. troisième oreille. pour expliquer un peu qu'est-ce qui peut se passer dans l'oreille dans les cas de maladie Ménière. Fait qu'on a le pavillon, on a le conduit auditif, on a le tympan, les petits osselets. Puis on a cet organe sensoriel-là ici, qui est constitué de la cochlée, qui est responsable de l'audition, puis du vestibule, ici, qui est le système vestibulaire qui est responsable de l'équilibre chez l'être humain. Fait que chez l'être humain, les deux organes, en fait les deux fonctions, audition et équilibre, se retrouvent dans le même organe. Qu'est-ce qui arrive dans les cas de maladie Ménière, c'est que c'est reconnu que c'est provoqué à une augmentation de liquide à l'intérieur de l'oreille. Le liquide vient d'où exactement? C'est du liquide qui est à l'intérieur. Il y a du liquide, il y a deux sortes de liquide dans l'oreille. Il y a ce qu'on appelle l'endolymphe et la périlymphe. Puis il y a un bon balancement en général entre ces deux liquides-là. Samuel, je pense que ce liquide-là, est-ce que c'est ça qui nous tient en équilibre? C'est le système vestibulaire qui nous tient en équilibre. OK. C'est oui, en effet, entre autres le liquide Oui. et des cellules sensorielles qui sont à l'intérieur qui vont nous permettre de... En fait, ce que le système d'équilibre il permet, c'est de savoir où se situe la tête dans l'espace. Quand on balance la tête, c'est le liquide qui bouge. Ouais. Ouais, entre autres. Puis, il fait une communication avec notre système visuel, notre système des yeux, pour pouvoir s'ajuster, puis notre système postural, notre système moteur, pour qu'on reste en équilibre tout le temps. Fait que, dans les cas de maladie Ménière, c'est une augmentation de liquide à l'intérieur de l'oreille, à l'intérieur de l'oreille interne. Cette augmentation de liquide-là, elle est temporaire. Puis qu'est-ce qui crée cette augmentation de liquide-là? On ne le sait pas encore avec précision. L'analogie que j'ai trouvée, qui semble la meilleure, c'est comme si on a un dégât d'eau dans notre sous-sol. Fait que, à cause que, je ne sais pas, à cause qu'il y a un reflux d'égout, à cause qu'il y a une pompe, la pompe qui sert à évacuer le surplus d'eau arrête de fonctionner. Fait qu'il y a un dégât d'eau dans le sous-sol. Fait que c'est ça qui arrive dans l'oreille. Il y a un dégât d'eau dans l'oreille. Fait que le temps que le système se réajuste, filtre le liquide, s'en débarrasse, rééquilibre le tout, mais après ça, ça va redevenir, ou ça risque de redevenir normal après. Mais ça ne veut pas dire que ça va redevenir normal. Ça se peut que le dégât d'eau ait entraîné des... C'est une belle illustration quand on y pense, Oui, parce oui, que ça va, comme tu dis, ça va affecter certains morceaux de bois ou certaines peaux. Le bois fait la peau, donc aspirer, on ne sait pas qu'est-ce que ça va faire. Exact. Fait que les dégâts peuvent être temporaires ou peuvent être permanents. Mais on ne peut pas savoir à l'avance quel genre de dégâts ça va occasionner. Ça peut rester des séquelles aussi. Il peut rester des séquelles, exactement. Il peut rester des séquelles au niveau de l'équilibre, il peut rester des séquelles au niveau de l'audition, il peut rester des séquelles au niveau des acouphènes. C'est pourquoi on dit que c'est du cas par cas, Exactement. ou la fameuse phrase à chacun à manière. Chacun sa manière. Oui, c'est ça. Chacun a la manière à sa manière. manière. Voilà. C'est ça. Et comment qu'on peut être les critères diagnostiques pour, dans le fond, définir qu'on a vraiment la maladie? Ça ressemble à quoi si vous vous basez sur des critères précis?
pour dire à la personne qu'elle a cette maladie-là? Le diagnostic est difficile à établir. Ah oui? Oui. Parce que c'est un diagnostic qui se fait surtout par élimination. Élimination de d'autres problèmes de santé qui peuvent affecter le système de l'oreille interne, le système de l'équilibre, le système de l'audition. C'est un diagnostic qui se fait plus à moyen terme. Hein? Ce n'est pas suite à une première crise qu'on va pouvoir dire que c'est la maladie de Meniere. Ça va être plus avec... on va se fier sur le nombre de crises qu'il peut y avoir, la durée des crises, donc l'histoire de la personne. On va se fier sur est-ce que les symptômes que la personne va rapporter, est-ce qu'il y a des acouphènes, est-ce qu'il y a une sensation d'oreille pleine. On va se fier sur des tests de l'audition, des tests audiométriques, pour savoir est-ce qu'il y a eu vraiment une baisse d'audition, est-ce qu'on est capable de la démontrer, cette baisse-là. On peut se fier sur des tests vestibulaires, pour savoir comment que le système d'équilibre fonctionne. Puis souvent, ou parfois on peut utiliser d'autres tests là, comme des scans, de l'imagerie fonctionnelle, l'IRM, pour voir le fonctionnement, ou même éliminer d'autres conditions de santé qui peuvent influencer. Au tout début de l'introduction, j'ai mentionné que la maladie était peu connue. Peux-tu me rappeler le nombre de statistiques, juste pour situer les gens? Une statistique, je pense que c'est une personne sur 1000? Ou... Ouais. En général, on reconnaît ça, hein, une personne sur 1000. La prévalence est variable. La prévalence serait variable en fonction des études, puis en fonction des régions, des pays. Ouais. On admet que c'est à peu près 1 à 5 personnes sur 1000 qui présentent la maladie. En faisant mes recherches, j'avais l'impression que c'était plus présent en Europe qu'au Québec. C'est peut-être plus parce qu'ils en parlent plus. Ils en parlent plus, moi je crois. Ils en parlent plus? Ah oui? Oui. Mais je suis tombée sur plein de discussions, forums, puis tout ça, puis c'était tout en Europe. Je vois pas. Il y a beaucoup de forums. Moi, j'ai remarqué ça aussi, comparativement à Québec, il y a beaucoup de forums en Europe. Oui. Sur la maladie Meniere, effectivement. Si je reviens, parce que je me suis égarée un peu, mais si je reviens, c'était juste pour situer les gens par rapport à la maladie, je trouvais ça important de le mentionner. La durée des tests ou du processus pour évaluer si la personne, à quoi on doit s'attendre par rapport à ça? C'est plusieurs mois. Ah oui? Oui. Vous attendez à Votre plusieurs expérience mois. par rapport à ça? Premièrement, il faut trouver les bonnes personnes. Moi, dans mon cas, ça a pris 4 ans après le début de ce que je ne savais pas que j'avais, c'est-à-dire des symptômes que j'ai Oui. eu. Moi, ça a commencé par de l'acouphène au début, puis après, quelques mois plus tard, les vertiges sont venus. Mais ça a pris 4 ans avant que je voie un spécialiste qui me dise vraiment que j'ai la maladie de Meniere. Non, j'en ai consulté des personnes. Il y avait des personnes qui semblaient plus ou moins en savoir sur cette maladie-là ou qui identifiaient que j'avais cette maladie-là, mais sans avoir passé des tests. Finalement, j'ai rencontré, en tout cas, ce que je considère mon bon ORL dans le temps. Et lui, vraiment, comme Samuel l'explique, on a fait un IRM pour éliminer d'autres maladies. Ensuite, j'ai passé un test d'audition, j'ai passé un test de vertige, VNG qu'on appelle. Ça ressemblait à quoi? Un test de vertige, c'est que c'est vraiment pas agréable. En tout cas, il faut que tu sois là, il faut que tu y ailles accompagner parce que tu peux être malade aussi. Ah oui? Ils te mettent en situation de vertige. Alors, tu es sur une chaise, dans une pièce qui est complètement noire. Tu as toujours une technicienne ou une technicienne avec toi. C'est ça qui est rassurant. Okay. Puis, elle envoie des signaux lumineux. Alors, tu dois les suivre, puis eux autres, ils ont quelque chose de connecté par rapport avec tes yeux. Alors, ils peuvent voir par rapport à ce qui se passe dans tes yeux, parce que nos yeux réagissent quand on a des vertiges. On fait du nystagmus, qu'on appelle. Et alors, ce test-là, oui, c'est ça. Puis aussi, à un moment donné, ils font passer la chaise. Alors, il fait noir, tu n'as pas de repères. Nous autres, on a besoin de repères avec la maladie de Meniere. Après ça, tu as du liquide aussi qui te met dans l'oreille, de l'eau froide au tout début, après ça de l'eau chaude. Puis c'est souvent là, en tout cas, que moi, les vertiges partaient. Avez-vous des fils partout? Il me semble que j'ai des souvenirs, je vais dire, je ne garde pas des souvenirs très précis. On est branché sur un appareil qui vérifie au niveau des oscillations des yeux, des réactions. Puis je pense qu'avec ça, c'est très... Pour l'ORL à la base, c'est quelque chose qui est de grande valeur.
Et souvent, comme Nancy dit, lorsqu'on est atteint de la maladie de Ménière, c'est très difficile à progresser dans le test parce qu'on est déjà perturbé sur l'équilibre. Donc, ils viennent reperturber davantage l'équilibre. Moi, les premiers tests VNG, ça a été la pauvre technicienne a ramassé des dégâts. Alors, je me suis arrêtée un moment donné, ça n'avait pas d'allure. Il a fallu que je reprenne une deuxième fois, un petit peu plus tard dans l'année où j'ai été diagnostiquée parce que je n'étais pas en mesure de le faire à ce moment-là. Alors, continue Nancy, je ne vais pas te couper. Non, j'aime ce que tu dis parce que tu vois, on le vit chacun à notre façon. Ce test-là. Puis j'ai des souvenirs un peu flous parce que tu viens tellement fatigué. Tu sais, tu sors de là, tu es épuisé parce que dans le fond, tu as eu des vertiges. Et, comme Diane dit, probablement qu'on devient malade aussi après ça. Alors, c'est épuisant. C'est épuisant. Tout comme la crise de Ménière est épuisante. Quelque chose à rajouter par rapport à... Non seulement l'aspect des nausées. Hein, dans les vertiges, ça vient avec. Les nausées, les vomissements qui peuvent aussi se créer. Puis oui, en effet, ce test-là est là pour évaluer comment que le système vestibulaire fonctionne. Hein, il est-tu atteint? Il est-tu atteint d'un côté? Il est-tu atteint des deux côtés? Ça me donne des Ça ressemble à quoi informations. Je t'ai coupé? Non. OK. Mon défaut. Quelles sont les ressources? On a parlé tantôt que le processus de trouver les bonnes personnes, ça peut être long, puis tout ça. Ça ressemble à quoi les ressources clés à qui on doit s'adresser? En fait, si on pense avoir la maladie aussi, il y a des centres de réadaptation, IRDPQ. Donc, ça ressemble à quoi les ressources? En premier, il y a toutes les démarches médicales. Hein, il y a toutes les investigations au niveau médical, tous les traitements médicaux s'il y a lieu. Donc, il faut être sûr là, que c'est ça, tout passer par le processus médical habituel. Mais je t'arrête à la base, Samuel. Moi, ma seule recommandation que je peux faire aux gens qui pensent, qui sont en crise et qui ne connaissent pas ça, c'est de se présenter. Parce que moi, ça a été différent de Nancy. C'était une crise majeure à la base qui m'a amenée à l'urgence. J'avais plus aucun équilibre. Mes yeux étaient plus capables de faire une fixation. En tout cas, c'était en ambulance. Et à la base, l'urgentologue qui m'a vu a fait certains tests et il était déjà, lui, certain qu'il y avait une prédominance à Ménière, d'où l'ORL spécialiste tout de suite en recommandation. Et déjà là, c'est une belle avenue que Nancy n'a pas connue parce qu'elle a été pivotée. C'est ça. C'est qu'à la base, s'il y a un doute, les ressources, c'est beau, mais ça vient après plus. Parce qu'il faut d'abord avoir le diagnostic, savoir vers quoi on s'en va, avant de commencer à prendre des ressources qui vont nous dire, c'est peut-être ça, c'est peut-être pas ça. C'est ça, exact. D'où l'importance de consulter. De consulter, des interventions médicales en premier. En cours de route, il va y avoir un ou des tests d'audition avec des audiologistes qui, eux aussi, pourront à ce moment-là donner des informations, des conseils de base au niveau de la maladie Ménière, au niveau de la surdité, au niveau des acouphènes. Il va y avoir d'autres professionnels impliqués comme des audioprothésistes, si jamais il y a une recommandation, une utilisation des prothèses auditives, des appareils auditifs. Puis dans le fond, dans les centres de réadaptation, mais c'est là où il peut y avoir une prise en charge, mais une prise en charge en équipe. Oui. En équipe qui est constituée de différents professionnels, d'audiologistes, exemple, de psychologues, de neuropsychologues, de travailleuses sociales, orthophonistes. Donc, d'aller consulter autant de monde que ça dans votre processus. Ah oui. Okay. C'est merveilleux. Moi, je trouve qu'aller au centre de réadaptation, premièrement, de faire parvenir sa demande. Moi, ça m'a pris 7 ans avant de la faire parvenir. Elle était sur le coin de mon bureau. Puis, j'avais comme pas... parce que quand tu décides de... En tout cas, pour moi, c'était d'admettre que j'avais un handicap, que j'étais malentendante. Et aussi, la vie de famille, tu travaillais. Alors, c'est comme si ça passait après. Mais je trouve qu'à partir du moment où, justement, que tu fais ta demande et que tu étais reçu, comme Samuel dit, il y a une prise en charge.
C'est une prise en charge, c'est que ils ne te prennent pas puis ils font ce qu'ils veulent avec toi. C'est le contraire, c'est que tu es accompagné. Puis dans le fond, tu outilles aussi ces professionnels-là de la santé parce que, comme on a dit tantôt, chacun à sa manière. Alors, tu les outils, eux autres, ben, c'est comme ça à partir de toi, de ce que tu vis par rapport à la manière. Bien là, ils te conseillent, ils te font des suggestions. Moi, je suis allée en psychologie, ça m'a beaucoup aidé pour désamorcer ça parce que avoir la manière, faire une crise, c'est majeur, tu sais, c'est inquiétant, c'est insécurisant. C'est insécurisant pour toi, c'est insécurisant pour les autres. C'est insécurisant dans ta vie. Moi, ça fait déjà 24 ans, alors j'avais une vie professionnelle. Mon dernier bébé avait 1 an, je pense. Alors, tu sais, c'est toute la grande inquiétude. Et au niveau de l'audiologie, bien là, moi, j'ai eu beaucoup plus d'explications de l'oreille interne avec Samuel. Samuel, c'est mon audiologiste. Et c'est ça, puis j'ai passé de nombreux tests d'édition. Puis avec l'orthophonie. L'orthophoniste, ben, c'était aussi d'apprendre des stratégies de communication. Apprendre aussi la lecture labiale. Oui. Alors, moi, je trouve que quand, avec ces spécialistes-là, qui sont au centre de réadaptation, c'est qu'ils savent de quoi. Qu'est-ce que tu vis. Aussi, ils sont comme plusieurs, mais ils savent vraiment où tu es. Je te dirais plus au niveau humain. Okay. C'est parce que humain, dans le sens, c'est qu'ils savent c'est quoi la maladie de Ménière. Fait que si tu arrives, tu n'as pas à aller... à leur apprendre, dans le fond, ce que c'est la maladie de Ménière. Tu sais, ils en ont vu, ils ont des études et tout ça. Là, c'est simple. Oui, c'est simple. Puis ce qu'ils t'offrent comme service, ben, ça t'aide à mieux gérer ta vie. Parce qu'il faut apprendre à gérer une vie avec la maladie de Ménière. Justement, on va en parler tantôt. Bien, merci Samuel d'avoir répondu à mes questions. Donc là, maintenant, je vais poser des questions à nos 2 participants, mais toi, tu peux intervenir en tout temps. Tu vas rester ici, tu vas intervenir quand tu peux. Juste pour faire du pouce sur... Madame Portal. Chaque région a son centre de réadaptation, les centres de réadaptation qui font partie des CIUS ou des CIS maintenant. Puis chaque centre de réadaptation, en tout cas la majorité, offre des services pour les personnes qui ont des problèmes d'audition. Fait qu'il y a des services d'adaptation, réadaptation comme ça dans la plupart des régions. Donc c'est pas juste à Québec. Non. Puis en effet, les interventions visent l'adaptation. L'adaptation à cette nouvelle condition de santé-là, ou la réadaptation, si jamais la condition change en cours de route. Fait que c'est des moyens, c'est de l'aide, c'est du soutien, c'est des informations pour mieux comprendre, des adaptations au niveau technique, aux besoins, pour s'assurer, dans le fond, que la personne est bien outillée pour mieux comprendre son entourage, avec des appareils auditifs, avec des systèmes pour écouter la télévision, pour mieux comprendre au téléphone, les cellulaires, les tablettes, etc. Puis d'autres adaptations ou d'autres conseils pour maximiser la communication avec l'entourage, compte tenu de la baisse d'audition, de la surdité. Des stratégies pour mieux gérer les acouphènes aux besoins. Donc, en effet, c'est une prise en charge qui est plus globale, qui vise une amélioration de la qualité de vie, une reprise des activités de manière confortable, satisfaisante. Ou adapter nos activités. Exact, oui, c'est ça. C'est soit la reprise ou... Oui. Il y a beaucoup d'adaptation. Le mot que Samuel a dit, l'adaptation. Puis c'est pas une adaptation, tu dis, bon, ben là, je suis adaptée à la manière. Moi, je trouve, en tout cas, dans mon cas, c'est pas ça. Mais en plein temps, c'est du cas par cas, là. Donc, c'est beaucoup de... C'est du cas par cas, puis même aussi dans l'évolution de la maladie, dans les années, tu finis par avoir une certaine adaptation, parce que quand tu es en période de calme, puis quand je dis en période de calme, c'est quand il n'y a pas de crise. Mais quand une crise revient, tu es déstabilisé. Tu ne dis pas, ben oui, je sais comment je vais faire. Non. Oui, tu as des pistes. Tu as ta sécurité qu'il faut que tu t'occupes parce que souvent tu tombes. Comme moi, j'ai tombé beaucoup au cours des années. Maintenant, j'ai appris à sentir les vertiges.
Et aussi, j'ai appris à fixer un point ou pour arrêter le vertige. Puis si ça ne fait pas, ben, je me couche à terre. C'est ça que je vais faire. Mais c'est toujours en train de t'adapter. Tu as un acouphène qui arrive qui est plus fort, tu as une nouvelle perte d'audition, tu as de la nausée. Ça, c'est tous les symptômes. Oui. C'était ma question, justement. Oui. Si on énumère tous les symptômes. Ce sont les mêmes symptômes. Les mêmes symptômes, peu importe la personne. Oui. Je pense que ça prend, il parlait des 3 reliés. Là. C'est ça, c'est les vertiginoses, les acouphènes et le nystagmus pour plusieurs. Oui. Qui, dans des crises assez importantes, parce qu'il y a les épisodes, mais il y a les crises. Les épisodes, c'est des choses faciles à gérer. Ça t'arrive, il y a une tangente, on s'arrête, on prend un milieu plus reculé, on se replace rapidement. Je parle de minutes, demi-heure, mais il y a les fameuses crises qui sont invalidantes. Et là, on refait complètement notre quotidien, c'est-à-dire qu'il faut laisser passer les nausées, moins de bruit, la noirceur. Alors, on apprend tout ça avec des gens qui nous aident, parce qu'au départ, c'est tellement... Moi, je peux dire ça, donc, on n'a pas l'habitude, on est en plein contrôle de nous. Il n'y a pas de matin avant mes premières grandes crises où je me levais, je me disais, comment je vais filer aujourd'hui? Non, c'était pas ça du tout. Moi, j'étais 400 watts, j'ai des enfants, une vie familiale, active, j'avais un beau travail. Alors, il t'arrive d'un coup où tu n'as plus de contrôle, c'est l'imprévu dans ton quotidien qui s'installe, et un imprévu qui est déstabilisant pour n'importe quelle personne. Là. Je compare ça à mes sorties de jeu à la ronde. Quand on sort d'un jeu à la ronde, et là tu te dis, mon Dieu, je vais te sortir les oreilles, tout est à l'envers. Ben, c'est ça, Méliane, ça ressemble à ça. Quand ça t'arrive, c'est ça. Puis oui, il y a des préambules, mais pas tout le temps. Non. Un peu, des fois, tu dis, oh mon Dieu, là, ça me scille aujourd'hui, ça va pas. Je suis pas en équilibre, mais c'est mineur. Puis à un moment donné, bang, là, c'est plus bon. Là, la nausée prend. Les endroits où il y a du bruit, les endroits où il y a du mouvement, c'est terrible parce que tu ne le contrôles pas. Ton environnement ne peut pas être contrôlé. Oui, on a une question, je crois. Oui, on a Anne-Sophie qui dit, est-ce qu'il y a des situations que vous sentez des injustices pour les personnes qui vivent avec la maladie de Ménière? Des situations où il y a de l'injustice. Mais comment les gens te perçoivent ou est-ce que tu te sens bloqué un peu à certaines opportunités ou... Il n'y a pas, pardon? Mais c'est un peu ça. Est-ce que tu te sens bloqué, par exemple, à certaines opportunités, la perception des gens qu'ils ont de toi parce qu'ils ne comprennent pas? La perception qu'il y a. C'est gens plus la pensent perception que tu des gens. inventes, Oui, c'est que ça. tu en mets, que tu en ajoutes, que tu en beurres épais. J'ai pas l'air d'une personne. Non, Ce matin, on est très en forme, Diane et moi. Là, Pourtant, on n'a pas moi, l'air tantôt, je d'avoir une envie de gérais santé. un état d'ébriété parce que j'étais pas certaine. Je suis pas vraiment Kodak. C'était la première fois. Et c'est ça. Vous le vivez pas. Vous autres, vous êtes très stable quand vous êtes là. Mais nous autres, en arrière de notre visionnement que vous avez, et je parle aussi pour Nancy parce que je sais que c'est la même chose, c'est plus difficile. Et les gens pensent que, voyons, les vertiges, tu es à la ménopause. Oui, c'est ça. Hein? Mais il n'y a pas juste ça. Ils vont dire les vertiges, c'est un petit étourdissement. Puis je comprends, les gens ne peuvent pas savoir ce que c'est, à moins de nous voir tomber. Ou, tu sais, un vertige, c'est difficile à définir. Tu as bien beau dire ça, moi je dis c'est un manège qui tourne, oui, mais quand toi tu le vis intérieurement, premièrement, tu es lessivé, tu es fatigué, tu en as des jours et des jours à te remettre. Puis souvent, ben moi j'ai eu des périodes où j'avais des vertiges 3 fois par jour pendant des mois. Alors, ça aurait pu, ça prend du temps. Justement, parlons-en un peu de vous, votre cas à vous, comment ça a démarré, qu'est-ce qui était vraiment déclenché votre première crise, puis comment de temps ça a duré, là? Peut-être chacun, la première fois, là. Ben moi, comme je disais tantôt, ça fait 24 ans. Alors, comme je disais aussi, ça a commencé par de l'acouphène. Je suis allée voir mon médecin de famille. Elle croyait que j'avais de la congestion au niveau des oreilles. C'est-à-dire que moi, je croyais que c'était ça. Et finalement, elle me dit, oh, t'es mieux d'aller voir un ORL. Alors, finalement, je suis allée. Puis comme j'ai expliqué tantôt, ça prend un bout de temps avant que j'aille, quelques années avant que j'aie vraiment la confirmation. Et c'était quelques mois après que cet acouphène-là qui s'est installé, que le vertige est arrivé. J'ai tombé, je fais éducatrice spécialisée. Je travaillais à ce moment-là en déficience intellectuelle et j'ai tombé en pleine classe. Là,
J'avais commencé peut-être à avoir chaud, là, mais écoute, je ne me connaissais pas, puis je me suis levée Une pour... chaleur qui monte. Ouais, c'était quand même un peu flou, mais c'est ça que j'ai senti ça. Puis, je me suis levée pour aller répondre à un élève, puis j'ai tombé. Et alors là, c'est les arrêts de travail. C'est les arrêts de travail parce que tu ne peux plus travailler. Puis c'est de qu'est-ce qui se passe. Puis là, c'est d'attendre avant de consulter. Et, d'attendre parce que tu ne peux pas avoir un rendez-vous comme ça rapidement. Là. Alors, c'était ça. Puis c'est venu par crise. J'ai eu des répits. Que j'étais capable, après ça, de travailler 24 mois. Après ça, j'ai eu un arrêt de travail de 31 mois. Puis là, finalement, pour décider que j'étais plus apte au travail. Ça change complètement ta vie par rapport au niveau, moi, je pense, beaucoup de ta vie personnelle. Parce que tu vas rester maman pareil. Si tu es mariée, tu vas rester conjointe pareil. Tu vas rester une amie. Mais toi, il faut que tu te refasses une sécurité. Moi, ça m'a joué aussi sur mon image de moi. Tu sais, ça m'a joué de me dire, je suis toujours malade, là, je suis toujours... Ou je m'engage dans quelque chose, puis je suis obligée d'annuler. Je ne sais pas si ça te fait ça, toi, Diane. C'est comme si... Oui, on a l'impression de ne plus être la même personne, dans le fond, parce que la fiabilité dans l'emploi, dans ton rôle de mère, dans ton rôle de conjointe, c'est dire, on est équivalent aux autres, mais là, tu es toujours perturbé par ton état. Avez-vous le sentiment de la peur à chaque jour que ça revient ou vous arrivez à... C'est un peu comme, je ne peux pas comparer, mais si une personne elle apprend qu'elle a le cancer ou tout ça, elle va vivre pleinement en enlevant la peur. Ça devient personnel, je pense, au niveau de la réaction sur cette maladie-là et la gestion en fait de conséquences aussi, parce que il faut être le plus zen possible vis-à-vis, comme tu dis, nos craintes. Parce qu'on ne veut même pas, moi je ne veux même pas, ça fait 20 ans, Nancy, qu'elle a cette maladie. 24 ans. Ah oui. Moi, ça fait seulement 3 ans. Et je me dis, j'ai une belle stabilité malgré tout, parce que je suis bien entourée. J'ai des gens autour, particulièrement mon conjoint, à qui je dois un énorme... Parce que les gens autour sont affectés comme toi. On n'a plus la même vie, je suis plus partout. Je faisais du saut à ski, j'ai fait plein de choses. Moi, j'étais une personne dynamique. Le travail, c'est terminé, je ne suis pas fiable. Je ne peux pas me permettre d'être fiable dans rien, à prendre un engagement avec des amis pour aller souper. Il peut m'arriver la veille ou la journée même, ça ne va pas, j'ai des nausées dans la journée. Alors, 5 minutes avant de partir. 5 minutes avant de partir, tu es tout croche. Juste avant, il y a des choses que j'aimerais tu as le droit d'intervenir quand tu veux. J'ai le droit. Le spécialiste des femmes. Il était deux sur sa chaise, puis il avait hâte de parler. Les femmes, ça parle tout le temps. Mais là, je suis en train de perdre mon idée. Mais ça démontre que c'est variable pour chaque personne. Oui. Non seulement les symptômes sont variables d'une personne à l'autre, non seulement l'évolution de la maladie, elle est très variable chez une même personne puis d'une personne à l'autre, mais ce qui est aussi très variable, c'est la façon de gérer ça. Oui. Hein, la façon de vivre avec. Adapter. Oui, exact. De s'adapter ou pas à la maladie méniale. Mais il y a des étapes. Eh oui. Il y a des étapes dans tout ça. Puis là, ce que je voulais aussi souligner, c'est toute l'importance de la gestion de l'imprévu, hein, la gestion de stress. On n'a pas parlé du stress, mais le stress a un rôle majeur au niveau de la maladie de Ménière comme facteur déclencheur. Numéro 1. Oui, numéro 1, en effet. Ben, ce qu'on identifie dans la littérature, c'est le stress, puis des fois les objets en mouvement qui peuvent déclencher des crises. Fait que tout ce qui est, si on arrive à bien gérer ça, à bien gérer le stress, ou à bien gérer notre état de fatigue, notre état d'énergie, bien, il y a moins de chances qu'on ait des crises. Oui. Fait que c'est en effet tout un défi. C'est tout un défi. Je pense qu'on a une question. Oui, puis elle va dans le sens de ce que tu es en train de nommer, Samuel. On a Pierrette qui dit « Y a-t-il une façon quelconque de pallier, atténuer ou diminuer de façon considérable les symptômes pour arriver à avoir une vie relativement normale? Puis on a une deuxième question. Je vous laisse répondre à celle-là, mais on a une autre question aussi. Vas-y, Samuel, le spécialiste pourrait peut-être nous aider. Oui. On va parler de l'expérience. Ouais, c'est une grosse question. Oui. C'est une grosse question, puis ça appartient à chaque personne de développer
des moyens pour y faire face, soit tout seul ou avec l'aide de professionnels de la santé. Parce que je dis que c'est une grosse question parce qu'il y a les crises en tant que telles, hein, les crises qu'on ne peut pas prévoir. Il y a des choses qu'on peut faire pour diminuer les chances d'avoir des crises. Il y a tout ce qui concerne la surdité, hein, qui est l'utilisation d'aides techniques, c'est d'une chose. Utiliser des moyens pour faciliter la communication avec d'autres personnes, c'en est une autre. Dire qu'on a une surdité, c'est d'autres choses aussi. Puis les acouphènes, des fois, où les acouphènes peuvent être particulièrement dérangeants, incapacitants à la limite. Les bruits sont vraiment différents. Les sifflements sont... C'est toujours le même son. Je pense que c'est différent à chacun. Moi, j'en ai dans mes deux oreilles parce que la maladie, moi, je l'ai dans mes deux oreilles. C'est apparu plus tard que ce soit dans mes deux oreilles. Et c'est pas si fréquent que ça, hein, Samuel? Je pense que c'est 25%. Non, c'est plus fréquent. C'est plus fréquent, oui? Oui. OK. Oui. Alors, c'est comme si c'est des sons différents, puis des fois, il se rajoute aussi un nouveau son. Puis, j'ai toujours un échange assez particulier avec Samuel à ce moment-là, quand on parle d'acouphènes, parce que des fois, ils sont vraiment beaucoup plus forts. Et des fois, ça arrive le soir. Alors, moi, je pense parce que je suis fatiguée, puis Samuel, il dit que probablement... Non, moi, je trouve qu'ils sont plus forts, puis Samuel, il pense que c'est parce que je suis fatiguée. Alors, c'est différent. Ben, mais on a tout on a beaucoup de choses à regarder dans notre vie. Puis ça se fait pas là, comme ça, là. Bon, OK, il faut que je regarde ça. C'est au jour. C'est par l'expérience. Moi, je vis seule. Alors, quand j'ai des crises de vertige, je vais m'organiser toute seule. Alors, il faut se créer sa propre sécurité. D'avoir un téléphone pas loin, si jamais j'ai besoin. C'est une question personnelle, mais quand on parle de relations avec vous, n'arrêtez pas d'échanger des regards depuis tantôt. C'est comme s'il y a plein de vécus entre vous. Oui. On a 10 ans de vécu. Je suis professionnelle. Même si tu as une crise ou si tu viens de vivre un nouveau cas ou quelque chose, tu le textes ou tu envoies un courriel ou tu l'appelles. Bien, supposons que je sens, surtout que si je sens que j'ai une baisse d'audition, parce que la crise, de manière, amène souvent une baisse d'audition, ou des fois, je vais avoir une baisse d'audition qui n'a pas eu de crise encore. Alors, oui, j'envoie un courriel à celui-là parce que moi, mon dossier est ouvert au Centre de réadaptation à Québec. Et à ce moment-là, on a un rendez-vous, puis il me fixe un rendez-vous. Puis on passe un audiogramme. C'est tout ça, c'est vrai? Oui, l'évaluation audiométrique pour obtenir un audiogramme. Oui. Mais il n'y a pas juste le test d'audition à ce moment-là non plus. On partage. Oui, on regarde s'il y a d'autres difficultés qui sont engendrées avec ça, l'information, du soutien. Oui, le soutien, c'est précieux. Parce que moi, je trouve que justement, avec les professionnels des centres de réadaptation, c'est parce étant donné qu'ils connaissent ça, tu te sens tellement compris. Puis ça, c'est important parce que c'est peut-être les seules personnes qui en ont vu beaucoup. Hein. Fait que en tout cas, moi, dans mon entourage, c'est mes seules personnes. Tu sais, mes enfants sont très proches, puis ils comprennent, puis tout ça, mais ils m'ont vu en crise quand ils étaient petits. Mais tu sais, c'est pas la même chose. Non. On peut parler aussi, on n'a pas de lien familiaux et tout ça. Fait que c'est plus facile d'échanger à ce moment-là. On a une question? Oui, on a une bonne question. En fait, c'est concernant une technique. On a des gens qui commentent, qui disent qu'ils l'ont déjà reçue. Ça s'appelle la décompression du sac endolymphatique. Je ne sais pas si vous connaissez ça et si vous voudriez en parler un petit peu. Le spécialiste. Regarde s'il y a quelqu'un. Je fais des blagues. Oui, c'est une technique qui permet, en fait, quand tantôt j'ai parlé d'augmentation de pression du liquide à l'intérieur de l'oreille, ce qu'on souhaite avec cette technique-là, c'est c'est comme si on décompressait le sac, donc on ouvre la cavité de manière à ce que le sac s'ouvre, de manière à ce qu'il aspire un peu plus le liquide. C'est un peu comme ça que je le comprends. C'est pas efficace pour tout le monde. Je pense que l'efficacité, c'est environ de 50%. Donc, ça fonctionne chez une personne sur deux. Moi, je l'ai eu 2 fois à la même oreille. La première fois, j'ai eu quand même une plus longue accalmie.
La deuxième fois, ça n'a pas fonctionné. C'est ça. C'est comme si Encore une fois, ça dépend des personnes. ça dépend. Puis ce qu'on pense, puis je pense pas l'avoir dit tout à l'heure, hein, quand on parlait des prédispositions génétiques. Tu sais, on peut avoir un fond qui va nous prédisposer à avoir la maladie méniale. Hein, c'est comme notre solage de maison, hein, ou le terrain sur lequel on a été construit. On peut être plus propice à avoir des infiltrations d'eau ou pas. Mais ça ne prend pas juste ça. C'est qu'il y a des facteurs d'ordre externe qui peuvent créer des inflammations, des traumas, des infections, exemple. Fait que plus de pluie à l'extérieur, exemple, ou trop de neige dehors qui fond. Puis des facteurs d'ordre personnel, développemental, qui sont plus d'ordre qui seraient plus au niveau vasculaire ou auto-immune. Ouais. Fait que, tu sais, il y a un ensemble de facteurs finalement qui nous rendent prédisposés à avoir la maladie méniale. Et j'avais posé la question, moi, au spécialiste qui me suit en ORL, pourquoi un traitement et pas l'autre? Puis moi, je suis une personne un petit peu... j'ai toujours le défi du temps, parce que je crois beaucoup au temps dans ces maladies-là, à l'adaptation, hein, parce que le cerveau a une partie à adapter dans un déficit vestibulaire. Et de mon côté, l'approche était plus dans ce sens-là, de faire des progrès au niveau de l'adaptation, parce que c'est sûr qu'il y a une progression, hein, dans les suggestions de traitement, dont, entre autres, une base, ensuite tu vas vers d'autres choses, mais plus tu avances, plus tu limites tes possibilités, si tu as vraiment des gros problèmes par la suite, que ça fonctionne. C'est pour ça que les ORL, souvent, sont un peu frileux à faire ce genre de traitement-là. On essaie d'autres alternatives avant, que ce soit une médication diurétique ou toutes sortes d'autres choses qui conviennent mieux à la personne à long terme. Parce que, comme Nancy disait, ça peut faire effet, mais c'est plus invasif, puis c'est pas pour tout le monde. Fait que c'est l'ORL ou le spécialiste ou avec des recommandations des autres qu'on se fait suggérer des choses et qu'on fait le choix de dire bon, je laisse-tu le temps encore un peu m'aider ou non, ou moi, ça me prend absolument un équilibre tout de suite parce que dans ma vie, c'est ça qu'il me faut. Puis je trouve ça intéressant, ce que vous amenez, c'est qu'en effet, c'est à discuter avec le médecin spécialiste, hein, les différentes approches, parce que c'est pas garanti que ça va apporter des bénéfices. Non. Il faut amener vraiment le dialogue avec notre spécialiste. C'est parce que c'est toi qui sais comment tu agis, comment tu te sens. Si tu es prête aussi à avoir cette intervention-là. Puis il faut que tu t'informes de savoir les conséquences de cette intervention, parce qu'il y en a d'autres interventions aussi. Puis c'est important de s'informer des conséquences après. Si le médecin, ça me surprendrait qu'il ne le fasse pas, si le spécialiste ne le fait pas, parce que il faut en tenir compte aussi. On a une question. Oui, on a Nancy qui s'adresse à Madame Porter. Nancy à Nancy. Mais oui. Elle dit, Nancy dit être en bilatéral. Comment expliquer la bilatéralité? Bien, c'est que tout simplement que la maladie s'installe dans l'autre oreille. Alors, c'est tout simplement comme ça. C'est que au départ, moi, je l'avais juste sur le côté droit. Puis, à un moment donné, la crise est venue à gauche. Puis, c'était vérifié par un test d'audition parce que je perdais de l'audition au niveau de l'oreille gauche. Et je sentais aussi que la crise, parce que j'avais le sentiment de plénitude dans l'oreille, comme on dit, l'oreille pleine. J'avais l'acouphène qui était beaucoup plus fort. Alors, je sentais que c'était vraiment à ce niveau-là. Et ça l'a confirmé aussi. Là. Parce qu'au début de la maladie, c'est surtout à une oreille. Ça peut être la gauche, ça peut être la droite. Et ça peut rester comme ça, tout le temps. Hein? Puis, mais plus le temps avance, plus il y a des chances que ça atteigne l'autre oreille aussi. Puis moi, c'était aussi... je suis en train de perdre mon idée, c'est à mon tour. Même si j'étais longtemps juste avec l'oreille droite, après ça, les crises ont été dans l'oreille gauche, on pensait que l'oreille droite était arrêtée, là. Elle s'était calmée et tout ça. Mais c'est revenu, hein, par les tests d'audition, elle est revenue aussi à droite. Alors, ça se promène. On parle beaucoup que c'est du cas par cas. Moi, je suis curieuse de savoir comment vous vous documentez en tant que spécialiste sur tous les cas qui existent, tous les symptômes, toutes les... tout ce qui vit, dont elle vous appelle pour dire ça, puis là, c'est un fait nouveau vécu qui n'a pas été un nouveau symptôme ou un nouveau comportement. Vous les documentez, vous les rendez disponibles à différentes ressources? Pas nécessairement. C'est consigné dans les dossiers des personnes. Toutes les informations cliniques sont consignées puis
demeure confidentielle. Ça demande quand même de... Vu que c'est une maladie qui n'est pas peu connue, en fait, je me disais, vu que c'est du cas par cas, ben, ils vont peut-être documenter énormément tout le processus. Ça serait bien de le faire. Ça serait bien de le faire dans un contexte de recherche. Hein, Oui, où là, oui. les chercheurs pourraient le faire. Comme je ne suis pas chercheur, Non. je suis clinicien, ben, moi, mon rôle, c'est de... Donc, on invite les chercheurs, ceux qui sont en ligne, Oui, cherchez. à venir chercher. Chercher et trouver. Porteur et Diane. Moi, mais pour finir Alors. là-dessus, Kim, c'est que de mon côté, c'est unilatéral pour le moment à droite. Et il y a une stabilité au niveau de l'audition parce que je suis dans une période où c'est un peu plus stable. Mais effectivement, lorsque tu es en période où tu as des attaques, il y a une problématique d'audio. Et là, c'est là que M. Samuel, son rôle est extrêmement important et le plus rapidement possible parce qu'il peut tout de suite déceler Oui. la carence auditive, ça se replace-tu après? Ça reste-tu? C'est quoi les pertes au niveau de... Alors, ça aussi, ça fait partie de la... Oui, puis je m'excuse. l'importance. Oui. Puis de faire les recommandations qu'il faut. C'est ça. Après, je ne peux pas Oui. m'empêcher. Puis l'autre chose, tantôt, j'ai dit qu'il y avait plus de chances que ça devienne bilatéral, donc ça atteigne les deux oreilles tout à l'heure. C'est pas nécessairement. Hein. Tu sais, dans 80% des cas environ, ça reste juste d'un côté. Merci. Oui. Puis, Ça m'encourage. sauf que l'évolution est très variable. Hein. Tu sais, on peut avoir des crises au début, puis à jamais en Oui. avoir après. Oui, moi, je connais une personne qui a eu une crise, puis c'est fini après. Ouais. Fait que Ah ouais? À ce moment-là, c'est Oui. peut-être questionnant de savoir si c'est meilleur. C'est ça Ouais. que j'allais dire. Parce que Cette personne-là est âgée, alors ça fait longtemps, peut-être que c'était pas aussi bien diagnostiqué non plus. Puis, fait qu'on peut avoir des crises, avoir un moment d'accalmie pendant 5-10 ans peut-être, puis ça recommence après. Ça peut avoir une accalmie, puis tomber dans l'autre oreille après. Fait que c'est très variable. C'est ce qui est difficile aussi avec la maladie Ménière, c'est que c'est imprévisible. Mais c'est rarement pas de crise, en tout cas dans mon cas. Et dans son cas, c'est régulier. Ouais. Mais j'appelle ça des crisettes, moi. Je les nomme comme ça, c'est moins long, c'est perturbant, mais et il y a des choses aussi, comme on en parlait, Nancy et moi, sans se connaître. Moi, les balades dehors, dans l'air, ça fait du bien. On regarde loin. Quand on est perturbé, il y a des moyens, la main proche, tu te stabilises et ça fait du bien. Je ne sais pas pourquoi. L'extérieur, la marche, c'est comme si ça stabilise après une crise, ça enlève les nausées. Puis ça aussi, c'est des trucs qu'on développe et qu'on s'aperçoit sans se connaître que lorsqu'on parle à des gens qui sont comme ça, Oui. ils ont trouvé des moyens Ouais. semblables. Tu te dis, on ne s'est même pas parlé, on fait à peu près les mêmes choses pour se stabiliser. Fait qu'il y a des façons quand même qui nous sont dites et qu'on essaye, puis on dit, tiens, ça me fait du bien. Oui. Puis les meilleurs, c'est les moyens que vous trouvez. Oui, Ah ouais. oui, c'est effectivement. Puis je pense qu'il y a beaucoup, il faut réapprendre à se faire confiance. Hein, Diane? Mon Dieu, oui. Réapprendre à se faire confiance et aussi, je dirais, à faire confiance à la vie dans le sens, la vie continue. Hein? C'est important pour nous que la vie continue, que l'on ait une belle vie. Hein? Je Qu'est-ce pense qui a été le plus dur pour toi, Nancy, par rapport à, à un moment ou un centre, ben, pour toi aussi, Diane, une adaptation qui a été plus difficile que d'autres, un sentiment quelque chose que tu as dû complètement changer, qui était vraiment difficile pour toi? moi, c'était de voir mes enfants réagir. C'était de voir mes enfants réagir, me voir. J'aurais tellement voulu éviter qu'ils me voient chuter comme j'ai chuté. Tu sais, ils viennent désemparer, c'est sûr. Là, puis, par contre, je m'organisais toujours pour les rassurer. Et c'était aussi, quand c'est devenu bilatéral, ça, j'ai trouvé ça difficile. Je trouvais genre, non, pas une autre affaire. Ça, c'est... Puis j'étais inquiète parce que j'avais perdu beaucoup d'audition dans ce temps-là. Fait que là, je me suis dit, mon Dieu, je serais plus capable d'entendre. Puis finalement, j'ai réussi à récupérer, par des traitements, j'ai réussi à récupérer de l'audition. C'était aussi la perte du travail. Oui. Parce que le travail, c'est quelque chose qui t'appartient à toi. Tu sais, ça Oui. n'appartient pas à la maman, ça n'appartient pas à la conjointe, ça n'appartient pas à l'ami, ça appartient à toi. Alors, oui, c'est... moi, j'ai été déclarée invalide. Ils m'ont demandé de faire les démarches et tout ça. Alors, il a fallu que je fasse un processus à l'intérieur de moi pour me dire, oui, je suis invalide à ce niveau-là, mais pas sur les autres niveaux. On approche vraiment bientôt de la fin, il reste pas. Donc, j'aimerais ça. On va commencer par une question. Peut-être une dernière? Oui. Peut-être? OK, d'accord. Donc, j'ai Roger qui pose la question. Je suis à la recherche d'un traitement pour améliorer ma qualité de vie.
Est-ce qu'il existe un spécialiste qui a un bon résultat avec un traitement X? Il n'y a pas de traitement médical curatif. Oui, vous avez lu ça. Ouais. Il n'y a pas de traitement médical universellement reconnu qui va enlever la maladie minière. Je vais faire le coup de la baguette magique. Malheureusement, hein? Puis tu sais, ça fait depuis, encore une fois, 1861 qu'on cherche, exactement. C'est des années 1930 où là, on a commencé à s'impliquer plus, à s'investir plus au niveau de la recherche, mais fait que non, il n'y a pas de traitement curatif. C'est la réponse plate à cette question-là. Il y a par contre plusieurs choses, puis on a 2 beaux exemples ici qui peuvent être faits pour avoir une meilleure qualité de vie, pour faire des choix d'activité ou de loisirs, des choix qui sont satisfaisants et confortables. Et de partager aussi. C'est pour ça que ici, on a le volet minière, et partager avec une personne qui a la maladie de Ménière, tu es égal à égal. Vraiment, là, tu lui parles, puis tu sais que la personne elle comprend ce que tu vis parce qu'elle le vit. Alors, je trouve que ça moi, j'ai fait de l'écoute au niveau provincial, puis les gens, c'est ce qu'ils me disent beaucoup. Ils se disent, Nancy, merci, parce que là, il me semble que toi, tu comprends. Mais peut-être pour ajouter au niveau de la question de M. Roger, il y a, comme Samuel dit, puis comme Diane a dit, puis moi aussi, il n'y a pas de traitement magique, mais il y a quand même des solutions, entre autres, comme pas des solutions, mais il y a de l'aide. La physiothérapie vestibulaire. De l'aide, des techniques, des adaptations. C'est ça, de reconnaître certains symptômes, de prévoir aussi. Des médicaments, oui, des approches chirurgicales. Il faut questionner, il faut explorer, il faut consulter les professionnels. On a une autre question? Ben, en fait, c'est plus des commentaires qu'on reçoit, puis je pense que ça va amener à continuer les discussions en ligne avec les presque 1500 personnes rejointes. Wow! Alors, on nous demande, avez-vous d'autres idées pour améliorer la recherche? On nous parle aussi du docteur Saliba, qui a un bon taux de réussite aussi. Donc, je pense que là, c'est sûr que là, on ne pourra pas répondre à toutes les questions des gens. Mais là, je pense que je vais inviter les gens en ligne à continuer à poser des questions parce qu'on va continuer à répondre là, sur la page Facebook. Oui, effectivement. Moi, je voulais juste qu'on approche vraiment de la fin. Donc, qu'est-ce qu'on a? C'est quoi les conseils pour ceux qui viennent juste d'être diagnostiqués de cette maladie-là? Comment ils peuvent accepter ça aussi, puis s'adapter avec les proches? Comment on peut mieux communiquer avec ça, avec les proches? Moi, la seule chose que je considère très essentielle, je dirais, c'est que la personne la plus proche de la personne atteinte de Ménière l'accompagne dans ses rencontres médicales d'abord. Parce que pour être cru, pour partager les impacts aussi et cheminer. Et ça fait la grande partie de la réussite pour soit le couple, si on n'est pas en couple, certains de nos enfants, les proches, une amie, ce qui permet à l'autre personne de comprendre ce qu'elle ne vit pas. Parce que c'est très difficile de comprendre ce qu'on ne vit pas. Puis c'est ça, c'est juste ça, l'approche devrait être comme ça, accompagnée. Et souvent, quand on est atteint de ça, au départ, c'est la négation. On ne veut rien savoir de ça, on dit n'importe quoi, puis c'est pas ça. Puis l'acceptation de la maladie, point. Et les conseils de gens qui sont dans l'expertise, qui peuvent nous enligner un peu plus, puis d'essayer de fonctionner comme toute personne a ses petites choses à régler, ses petites bébés. On apprend à vivre avec. Comme quelqu'un qui manque une jambe, elle apprend à vivre avec, on apprend à vivre avec ça. Et c'est bien ce que Diane dit d'être accompagnée. D'ailleurs, dans les centres de réadaptation, on peut y aller avec une personne qui nous est proche. Et le partage, ici, les gens peuvent téléphoner puis pouvoir faire des partages et tout ça. Et je pense que, Diane, on voudrait conclure avec ça, c'est que on a quand même une belle vie. Oui, je pense qu'on a quand même, moi je trouve que j'ai quand même une belle vie. Pour retrouver ça en soi. Moi, j'appelle ça l'appétit du bonheur. C'est une prise d'arrêt aussi. On a tendance à toujours être là pour les autres, mais je pense qu'une prise de conscience, ça
prendre soin de toi, tu n'as pas le choix là, de t'occuper de toi. Là. Mais au début, ne soyez pas surpris d'être bouleversé, d'être inquiet, de ne pas trop savoir ce que vous avez. C'est tout à fait normal. Ça prend du temps avant de rencontrer tous les spécialistes. Ça prend du temps aussi à se connaître soi-même par rapport à, ben voyons, c'est quoi la problème que j'ai une perte d'audition. Ça demande beaucoup d'ajustements. Mais, la résilience aussi, Nancy. La résilience vis-à-vis de la maladie, parce qu'on devient comme moins maître de ce qu'on vit. Et ça, comme toute autre personne qui a d'autres handicaps, ben, c'est une discipline à apprendre, à réapprendre. Puis ça, ben, quand on l'a mis, c'est encore pire. Ah oui, oui. Alors, il faut apprendre à accepter de l'aide, des choses qu'on ne vivait pas avant parce qu'on n'en avait pas besoin. C'est tout simplement ça. Puis de se faire comprendre comme il faut. Puis de ne pas mettre ça non plus pire que c'est. Hein, on est encore en potable, on a de l'allure quand même. On est précis, c'est normal, hein? Vous êtes des excellents modèles. Ah, mon Dieu. Merci, Samuel, c'est fin. Merci. Et il me semble que je voulais rajouter quelque chose par rapport à ça. C'est que se redéfinir et aussi, on est quand même la même personne. C'est juste qu'il faut qu'on adapte notre vie. Puis se donner le temps de l'adapter parce que c'est pas du jour au lendemain. C'est pour ça que c'est précieux d'être bien entouré par des professionnels de santé, par nos proches amis. Moi, juste un exemple qui a aidé pour savoir l'audition, pour que mes enfants sachent ce que j'étais capable d'entendre. Il y a eu une simulation de plusieurs années. Mes enfants sont venus, ils ont simulé ma perte auditive. Alors, mes enfants, ils ont pu voir, plutôt entendre ce que j'entendais pas, surtout, comment j'entendais. Et je me souviens, ma fille avait les yeux pleins d'eau, elle disait « Ah, oh, j'aimerais mieux que maman c'est pas comme ça. » je deviens émotive, mais c'est ça. Et on pourrait en parler, je pense, pendant des heures. On se demandait au début comment ça allait aller. Finalement, ça allait couler comme de l'eau. Et donc, je vais en profiter pour faire une petite conclusion. On a une bonne nouvelle à vous annoncer. L'association, en fait, l'ABDA, est en processus en ce moment pour faire reconnaître la journée nationale de la maladie ménière, à l'Assemblée nationale. Et il y a un comité aussi qui a été mis en place pour faire, pour poursuivre la mission. Et vous avez quand même été nombreux à nous poser des questions, à interagir. On vous invite à continuer à poser des questions en ligne. Et d'écrire à l'association qui vont faire un plaisir de répondre aux questions, aux chercheurs de s'intéresser à la cause, d'en faire la promotion. Lui fournir en information. Et de contacter nos personnes pour faire avancer la recherche puis qu'on trouve des traitements. Donc, voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Quelque chose à rajouter? Oui, samedi, le 25 novembre, à 9h30, aux locaux de l'Association des personnes avec une déficience de l'audition, il va y avoir un partage. On en a eu par le passé et là, on fait un partage. C'est moi qui vais l'animer. Écoutez, je ne suis pas psychologue, je suis éducatrice spécialisée, mais je vais parler beaucoup plus à mon expérience. Puis quand on parle d'un partage, c'est sûr que il ne faut pas s'attendre à ce qu'on vous dise il y a tel traitement, comme vous pouvez voir. Ça va être surtout qu'on va pouvoir enfin dire ce qu'on ressent, entendre les autres, se donner des fois des petits conseils. Ou alors, ça va durer 2 heures, 9h30 à 12h30 avec une pause. On vous invite à y assister si vous voulez partager les gens, mieux vous comprendre entre vous, en fait. Oui, puis inscrivez-vous à l'avance, puis vous pouvez venir avec votre amoureux, votre amoureuse, avec un enfant ou une personne significative. Vous êtes les bienvenus parce que c'est important. Avec un proche, en fait, pour qu'il puisse comprendre qu'est-ce que vous vivez. Oui. Donc, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à toi. Merci à vous. Donc, à bientôt.